Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les experts au féminin. Très heureuse de vous retrouver. Alors, comme indiqué la semaine dernière, Axelle Collangean, notre présentatrice, est à Saint-Martin pour raisons professionnelles. Elle revient très rapidement. Mais je tenais à vous remercier pour l'accueil réservé à ce que nous avons proposé en son absence. Mais rien ne serait possible sans cette équipe de choc. Maëlle Félix-Henry, bonsoir. Bonsoir Joëlle. Pourriez-vous nous parler de vos différentes casquettes et de votre chronique, s'il vous plaît? Alors, je suis responsable du centre de formation et de l'espace coworking IREISA, qui est un lieu dédié aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et dans cette continuité, sur les experts au féminin, je parle donc d'entrepreneuriat, de vie associative, de formation et également de sport, parce que je suis une fervente amoureuse de ces domaines. Très bien. Amanda Collangean, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver en première partie. Plaisir partagé. Alors, parlez-nous un petit peu de ce dont vous nous parlez dans votre chronique. Alors, je suis experte en tendance sur les réseaux sociaux. Très bien. Cindy Bajazet, bonsoir. Bonsoir Joëlle. Alors, parlez-nous un peu de votre casquette, de ce dont vous parlez dans vos chroniques sur le plateau. Alors, je suis fondatrice et présidente du cabinet d'assistance juridique et administrative. Je suis entre autres formatrice en création d'entreprise. Donc, c'est tout naturellement que je parlerai entrepreneuriat au féminin, au masculin. L'occasion pour moi d'inviter, de faire découvrir et redécouvrir des entrepreneurs connus ou pas connus. Très bien, c'est parfait. Alors, en ce dernier lundi du mois de mars, nous avons souhaité parler des violences conjugales, un sujet malheureusement d'actualité toujours en Guadeloupe et ailleurs. Et pour en parler, j'ai souhaité convier Maître Elmassin, une avocate à Basse-Terre, pour répondre à quelques questions qu'on se pose sur ce sujet. Maître Elmassin, bonsoir. Bonsoir Joëlle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours? C'est un petit rituel en fait dans l'émission pour inspirer nos téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs et pas que. Absolument. Mais tout d'abord, Joëlle, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie, je suis très honorée d'être parmi vous toutes ici ce soir et je tiens véritablement à vous remercier pour cette invitation. Alors, pour vous parler de moi, effectivement, donc, je suis alsacienne, je suis née en Alsace, je suis arrivée en Guadeloupe lors de mon adolescence et effectivement, j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études ici à l'Université des Antilles et de la Guyane de Fouillol où j'ai passé ma licence de droit. Je suis ensuite partie en métropole, à Bordeaux plus précisément, où j'ai passé mon master en droit pénal et carrière judiciaire. Voilà, et je suis aujourd'hui inscrite au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Très bien. Alors, il me semble important de bien circonscrire le thème du jour. J'aimerais qu'on définisse ensemble ce qu'on entend par violence conjugale. On pense spontanément aux coups portés, mais quelles sont les autres formes de violence au sein du couple qui peuvent être condamnées? Alors, sur les violences conjugales, tout d'abord et au préalable, il est important de préciser que les violences conjugales sont véritablement une prise de pouvoir au sein du couple. Et dans ce cas-là, effectivement, on demeure dans une relation qui n'est plus du tout égalitaire. Comme vous l'avez dit, les formes de violences conjugales peuvent être multiples. On pense souvent aux violences physiques, mais il n'y a pas que les violences physiques. Les violences peuvent tout d'abord être verbales, effectivement. Il y a des violences également psychologiques. Donc là, on est véritablement plus sur des actes d'humiliation au quotidien. Et puis, il y a des violences sexuelles également. Et également, les violences... il y a les violences économiques, pardonnez-moi. Le terme m'a échappé. Les violences économiques, où là, la victime est véritablement privée de toute ressource financière. D'accord. Donc, ce sont les différents types de violences qui définissent véritablement ce qu'on entend en termes généraux par violence conjugale. D'accord. Alors, pour être très concret, j'aimerais qu'on définisse ensemble en quoi consistent les missions d'un avocat dans ce type de circonstances auprès des victimes de violences conjugales. Et est-ce qu'une femme avec peu de revenus, vous parliez de violences économiques, peut se payer les services d'un avocat pour pouvoir se dégager de ce type de situation?
Oui, bien sûr. Alors, les missions de l'avocat sont essentielles dans le cadre des violences conjugales puisque l'avocat est le premier confident et le confident nécessaire et indispensable des victimes. On parle plus de victimes dans un premier temps, donc des victimes de violences conjugales. Donc, effectivement, l'avocat va accompagner, va conseiller, va orienter, mais il aura un rôle aussi déterminant dans la procédure judiciaire puisqu'effectivement, les violences conjugales entraînent une procédure judiciaire. Donc, dans cette procédure judiciaire, le rôle de l'avocat est véritablement déterminant. Il apporte à la victime son expertise et ceci est véritablement déterminant. S'agissant effectivement du frein financier, on en parlait tout à l'heure, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, les victimes peuvent avoir droit à l'aide juridictionnelle. C'est important de le préciser. C'est important parce que beaucoup de victimes aujourd'hui ne vont pas franchir le cap de saisir les autorités judiciaires, de faire des démarches par faute de moyens financiers, véritablement. Et aujourd'hui, c'est important de préciser qu'elles ont accès à ce dispositif qu'est l'aide juridictionnelle qui permet en fait de faire en sorte qu'elles n'aient pas les frais de procédure, les frais d'avocat notamment à leur charge. Donc c'est très important. Et alors, il y a un dossier d'aide juridictionnelle effectivement à déposer, mais il faut préciser également qu'aujourd'hui, la loi permet d'accéder encore plus facilement à ce dispositif, notamment en matière d'ordonnance de protection, où le juge aux affaires familiales a la possibilité d'ordonner l'aide juridictionnelle provisoire, donc avant même qu'il y ait un dossier d'aide juridictionnelle déposé. D'accord, très important. Alors, pour les femmes qui aimeraient se sortir de ce cercle infernal mais qui ne savent pas par quel bout commencer, comment s'y prendre, qu'est-ce que vous leur conseilleriez comme première étape ? La première étape, c'est d'en parler, c'est de briser le silence. Parce qu'on se rend compte que trop souvent, malheureusement, effectivement, les femmes victimes de violences conjugales sont enfermées dans un silence. Elles sont très souvent vouées à l'isolement. Et c'est vrai que la première étape, c'est de briser le silence. Ensuite, effectivement, il est important de parler à des professionnels, de s'orienter à des professionnels. Alors, la problématique des violences conjugales, c'est une problématique pluridisciplinaire. C'est-à-dire que la victime de violences conjugales peut s'orienter autant vers un avocat, mais bien évidemment vers des associations d'aide aux victimes. Il y a pas mal d'associations d'aide aux victimes en Guadeloupe. Je pense notamment à Guadave. Je pense à l'association Initiative France Victimes également. Ces deux associations font un gros travail en matière de violences conjugales. Elles écoutent, elles orientent. Donc c'est très important. Les victimes ont également la possibilité de se diriger vers l'unité médico-judiciaire. D'accord. Voilà, pour constater, faire un constat, constater les coups et blessures, constater les violences, alors physiques et les violences psychologiques également, c'est très important. Donc il y a un certain nombre de partenaires vers lesquels les victimes de violences peuvent se tourner. Et puis tout naturellement, on pense au dépôt de plainte, en gendarmerie, effectivement. C'était ma question suivante justement. J'ai une amie avocate à Paris qui me disait que souvent, elle a eu affaire à des victimes à qui l'on recommandait, plutôt qu'un dépôt de plainte, de déposer une main courante contre un conjoint violent. Est-ce que la formation des policiers et des gendarmes dans ce recueil de la parole des victimes a évolué ? C'est vrai que c'est une problématique qui a été longtemps dénoncée pendant de très nombreuses années. Malheureusement, effectivement, on dénonçait le manque de formation au sein des brigades de gendarmerie, des autorités, des forces de l'ordre, le manque de formation en matière de violence conjugale. Et c'est vrai que de ce fait, les victimes hésitaient à déposer plainte. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable effort qui est fait en ce sens, qui est non négligeable. Il y a des formations qui sont obligatoires dans tous les domaines et pour tous les acteurs de violence conjugale. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une prise en charge qui est beaucoup plus adaptée et beaucoup plus personnalisée. À titre d'exemple, je vous indiquerai que en matière de violence conjugale et dans toutes les autres matières d'ailleurs, aujourd'hui, on a une assistante sociale qui intervient au sein des brigades même de gendarmerie. Donc voilà, ce qui n'est pas anodin, puisqu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les violences conjugales nécessitent une réponse pluridisciplinaire, une réponse transversale. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que véritablement, des efforts sont faits, des efforts concrets pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales. Très bien. Je sais que pour constituer un dossier, le recueil de preuves est vraiment important, c'est essentiel. Quelles pièces les victimes peuvent réunir pour pouvoir se constituer un dossier solide ?
Pour se constituer un dossier solide, on pense tout d'abord, bien évidemment, aux certificats médicaux. C'est essentiel dans une procédure. Le certificat médical initial qui va déterminer le nombre, ce qu'on appelle le nombre d'ITT, c'est-à-dire l'interruption totale de travail, c'est essentiel. C'est le certificat véritablement, ce sera déterminant pour la suite de la procédure. D'accord. Les certificats médicaux, quels qu'ils soient, établis par des professionnels sur les violences physiques, mais aussi psychologiques. Vous pouvez voir également un psychologue. Tous ces éléments-là sont essentiels. Au-delà de cela, tout élément permettant de prouver les violences vont être déterminants. On parle notamment des SMS, on peut penser également aux emails, Oui. les attestations, les photographies, voilà, les témoignages en toutes sortes, tous les éléments probants aujourd'hui qui permettent de rendre vraisemblable et d'apporter la véracité des faits, voilà, sont déterminants aujourd'hui. D'accord. Quitter un conjoint violent peut s'accompagner d'une certaine précarité. Est-ce qu'en Guadeloupe, il existe des centres d'hébergement pour accueillir les femmes qui sont victimes de conjoints violents? Absolument. Il existe aujourd'hui un certain nombre de centres d'hébergement d'urgence, Oui. tout d'abord. Effectivement, les victimes ont la possibilité de composer le 115 pour tout ce qui est en matière d'hébergement d'urgence. Donc effectivement, il y a des hébergements d'urgence et puis après, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider les victimes à avoir un hébergement sur le plus long terme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en saisissant le juge aux affaires familiales, il est possible de demander à ce qu'une ordonnance de protection soit ordonnée et dans le cadre de cette ordonnance de protection, on peut demander, la victime peut demander l'expulsion du conjoint violent du logement conjugal. Donc c'est quand même une protection qui n'est pas anodine et je tenais à le souligner. Très important parce qu'effectivement, la victime a souvent tendance à fuir son domicile alors que ça devrait être l'inverse. Donc c'est très important ce que vous venez de dire. Absolument. Oui. L'actuel ministre de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti, a beaucoup communiqué sur les bracelets anti-rapprochement. Quels sont les autres dispositifs, en plus de celui-ci, actuellement en place pour protéger les femmes victimes de violences? Est-ce qu'ils sont suffisants d'ailleurs? Alors le bracelet anti-rapprochement, effectivement, qui est un dispositif qui est relativement récent, on en a mis un en place notamment à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre également. Oui, et c'est un dispositif récent sur lequel on n'a pas encore énormément de recul à l'heure actuelle. Cela étant, il existe d'autres dispositifs tels que le téléphone grave danger, Oui. voilà, qui est un dispositif qui permet à la victime de contacter, d'alerter une plateforme très rapidement de téléassistance en cas de danger. D'accord. Donc ce dispositif peut être demandé au procureur de la République qui a l'initiative de pouvoir l'accorder ou pas dans certaines conditions, puisqu'il faut le consentement de la victime, Oui. notamment. Il faut qu'il n'y ait pas de cohabitation avec l'auteur des faits également. Donc ça répond à des conditions et des critères assez stricts. Voilà. Mais il y a ce téléphone effectivement grave danger également qui est mis en place et qui fonctionne. Pour les dispositifs en matière de violence conjugale, c'est vrai qu'on a tendance à s'inspirer pas mal des pays qui nous entourent et notamment de l'Espagne. Oui. L'Espagne où il y a ces dispositifs qui sont déjà mis en place, qui fonctionnent et ils ont un recul un peu plus important que le nôtre. Et effectivement, on essaie d'appliquer ça, de mettre en application au niveau national et au niveau local. Oui, c'est important. Encore une question. Je sais que prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas forcément toujours perçu comme une priorité sous nos latitudes. L'entourage est parfois tenu à l'écart, soit par gêne, par honte, par pudeur. Est-ce que vous recommandez à vos clientes de se faire accompagner d'un psychologue? Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est essentiel. Je le disais tout à l'heure qu'il est important de briser le silence. Alors c'est pas évident, c'est une démarche qui n'est pas anodine aujourd'hui. Briser le silence, pour les personnes victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales de façon générale, c'est vraiment une démarche qui nécessite beaucoup de courage pour certaines d'entre elles. Et c'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui, mais l'accompagnement d'un psychologue l'est tout autant, parce qu'effectivement les violences induisent un préjudice psychologique qui est indéniable. Ouais. Il est nécessaire d'avoir cet accompagnement psychologique. Moi, j'invite toutes les victimes de violences conjugales à se rapprocher et à avoir un suivi psychologique. Très bien. Contrairement aux idées préconçues, c'est une thématique qui touche toutes les couches sociales. Ça va des familles les plus défavorisées aux sphères les plus favorisées.
vous parliez tout à l'heure de prise de pouvoir, de déséquilibre dans le couple. Quels signes devraient mettre en alerte les femmes sur cette question ? Sur ces questions, en fait, on se rend compte que la violence conjugale intervient notamment lorsque le rapport dans le couple n'est pas égalitaire. À partir du moment où on fait passer en grande priorité les besoins de l'autre avant les siens, on ne veut pas mettre en avant nos opinions parce qu'on ne veut pas déplaire à l'autre, on s'efface face à l'autre. C'est vrai que là, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des violences conjugales, mais en tout cas, il y a déjà un terrain fertile pour la matière. Donc il faut être extrêmement prudent dans ces situations. Et puis d'autre part, il y a aussi des situations de vie qui créent et qui favorisent le développement des violences conjugales. Je pense notamment à, par exemple, des naissances, des moments où la femme peut être plus vulnérable, des moments de crise dans le couple, des moments de perte d'emploi peut-être pour la femme. Voilà, il y a des moments vraiment particuliers qui peuvent déclencher, qui sont des moments difficiles et qui peuvent déclencher ces violences intrafamiliales. D'accord, c'est bon de l'entendre. C'est bien de mettre des mots sur cela. Très bien. Maître Elmadssin, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on partage quelques numéros à contacter en cas d'urgence. Est-ce qu'on pourrait en avoir, lesquels on doit avoir sous la main ? Le numéro qu'on doit avoir sous la main, bien sûr et évidemment, c'est le 115. Le 115, numéro du centre d'appel d'urgence dans ce domaine. Donc ça, c'est indispensable. Il y a une plateforme d'écoute également qui est joignable. Alors aujourd'hui, la loi a permis que cette plateforme d'écoute soit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est accessible au 3919. Donc c'est un numéro aussi très intéressant et très utile à avoir. Et puis bien évidemment, police secours, le 17, en cas de danger immédiat, bien évidemment, il faut contacter immédiatement police secours. Et puis j'invite toutes les victimes de violences conjugales à contacter les associations d'aide aux victimes qu'on a énoncées tout à l'heure, Guadav, Initiative France Victimes notamment. C'est très bien d'avoir rappelé leur nom. Voilà. Merci encore infiniment. Merci à vous. Mesdames, c'est un sujet qui nous touche parce qu'on a tout dans notre entourage, une collègue, une cousine, une amie qui a pu être touchée par cela. Qu'avez-vous retenu de notre entretien avec Maître Elmadssin aujourd'hui ? Il est important de briser le silence et de se faire accompagner le mieux que possible, puisqu'il y a quand même énormément de dispositifs qui existent pour que ces victimes obtiennent gain de cause et sortent de leur situation. Donc effectivement, c'est très bien toutes les informations qui ont été véhiculées et je pense que ça peut servir à notre communauté pour cesser cette problématique qui est encore présente de violence conjugale et de violence au sein des familles. Oui. Amanda, aviez-vous en tête les signes auxquels Maître Elmadssin faisait référence, des signes sur lesquels il faut rester en alerte ? Pas du tout, puisque ça peut paraître banal, tout simplement. Et la femme peut se dire, c'est normal, c'est moi qui ai un souci, c'est moi qui ai un problème. Donc, énoncer toutes ces choses, ça reste très, très, très important, puisque ces femmes se retrouvent peut-être dans des positions où, elles ne peuvent pas en parler, mais finalement, oui, on est dans cette ère où on écoute les femmes plus qu'avant. Donc, c'est très important d'avoir ces outils. Oui, je sais que Maître Elmadssin, vos propos ont forcément convaincu Mademoiselle Bajazet parce qu'elle n'arrête pas de nous dire qu'il faut s'entourer de professionnels, d'avoir recours aux avocats dans nos parcours de vie. Qu'avez-vous retenu de cet échange ? En fait, c'est très important, effectivement, de se faire accompagner, mais pas que. Les signes aussi, puisque personnellement, il y a un membre de ma famille qui a été victime de violences. Personne ne l'a su, personne ne l'a vu. Et je crois également que sur les réseaux sociaux, pendant le confinement, il y a une vidéo qui avait tourné où une femme était victime de violences conjugales et il y avait un signe qui permettait en fait d'alerter et de faire savoir, je crois que c'est un petit point noir dans la main, qu'on était victime de violences conjugales. Donc c'est important de connaître, de savoir et de se faire entourer par des personnes et aussi, comme elle le disait, de briser le silence parce qu'on a toujours l'impression que si ça nous arrive, c'est à cause de nous. Pas du tout. C'est la personne qui a un problème et c'est cette personne qui, à mon sens, devrait se faire accompagner par des professionnels au niveau de la santé. Et merci d'avoir été là pour même tenter de faire des personnes qui seraient justement embrigadées dans ce type de problématique, peut-être de sonner, de donner l'alerte en tout cas. Voilà. Merci à vous. C'est moi. Merci encore.
Alors, chers téléspectateurs, nous allons nous quitter quelques minutes, le temps d'une page de publicité. On se retrouve tout à l'heure. Chers téléspectateurs, rebonsoir. Alors, nous sommes de retour, mais juste avant de passer aux chroniques, je tenais à préciser quelque chose. Maître Elmassin était accompagnée d'une assistante sociale, Madame Le Garec, qui nous précisait, alors la thématique du jour était liée aux violences conjugales, aux violences faites aux femmes, mais en Guadeloupe et ailleurs, les hommes sont également touchés par ce phénomène et elle incite également à briser le silence. Elle les incite, elle les encourage à porter plainte. Et même si ce n'est pas simple dans un climat comme le nôtre en Guadeloupe, il faut le faire et il faut se faire accompagner. Des professionnels sont là aussi pour vous, messieurs. Sachez-le. Passons aux chroniques du jour. Alors, on va commencer par Cindy. Cindy qui reçoit quelqu'un qu'on connaît bien en Guadeloupe, Fola Gadet, qui est auteur, rappeur, maître de conférences. Exactement. Je vous laisse nous le présenter et nous préciser de quoi vous allez parler aujourd'hui. Alors, Fola, c'est une étoile. Il fait partie de mes étoiles, franchement, puisque c'est quelqu'un qui accompagne également beaucoup les jeunes. Comme vous l'avez dit, il est multicasquette. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, nous allons parler du rap et d'entreprendre en fait dans le rap. Voilà. Très bien. Fola Gadet, bonsoir. Je suis honoré d'être là, vraiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse entre les mains expertes de Cindy. Bonsoir Fola. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Fola, je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs. Donc tu es né Steve Gadet, alias Fola. Pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, ce qui est pour moi impossible, hein, est-ce que tu peux justement nous dire quelques mots de ta personne, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, vraiment, je suis inspiré par les experts au féminin, de voir sur ce plateau de l'expertise, de la mélanine, de l'élégance, de l'audace. Tout ça, moi, ça m'inspire. Et je vous dis bravo, vraiment un grand bravo. Alors, ce que je dirais, j'ai 43 ans, j'ai grandi à Morne-à-l'Eau. Je suis parti faire mes études aux alentours de 20 ans en Martinique et je suis installé en Martinique depuis environ une dizaine d'années. Je suis enseignant-chercheur à l'université, mais j'ai plein de passions aussi à côté qui m'amènent avec vous dans le peur, dans le rap. Voilà, je dirais que je vis avec une reine et 3 princesses. Merci pour cette présentation. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes à ton actif, dont celle de rappeur. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue en fait cette passion pour le rap en fait? Tu sais Cindy, je reviens de New York où j'ai passé une semaine et j'ai beaucoup pensé au gars qui m'a poussé à rapper. C'est un garçon qui s'appelait Romel, il était Marie-Galantais, il faisait des études avec moi. Et un beau jour, j'arrive dans sa chambre universitaire et je le vois en train de rapper et je suis émerveillé. Je lui demande, mais comment il fait? Je trouve ça vraiment puissant. Et lui, il me dit des paroles magiques. Il me dit, toi aussi, tu peux y arriver. Et on était en 1998. Je lui dis, ah bon, t'es sûr? Et donc, je retourne chez moi et j'essaie de gratter un morceau de rap. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. J'essaie de trouver le bon truc. Donc, ça fait environ 20 ans que ça dure et ça a commencé comme ça. Il y a eu aussi un voyage à Atlanta où je suis parti pendant 2 semaines. J'étais encore plus jeune, je devais avoir 16 ans. Et ce voyage, j'étais chez un DJ. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur cette musique, quoi. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que tu avais 43 ans, j'en ai 40, on est issus à peu près de la même génération. En fait, généralement, le rap, c'est voué à une passion, pas forcément à quelque chose de pécunier. Nos parents, en fait, nous incitaient à tendre vers nos passions, mais c'est vrai que le côté artiste, généralement, n'incite pas trop à entreprendre, en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut aujourd'hui vivre du rap, chanter et en vivre, en fait, tout simplement?
Alors, je pense que c'est possible, mais tout dépend du marché où on sera, de l'endroit où on sera. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Dans ce marché-là, il n'y a pas que de la musique à vendre, mais il y a plein d'autres choses à vendre, hein, que ce soit des supports, du merchandising, des médias. On est dans des industries culturelles qui sont vraiment très puissantes et qui peuvent nourrir leurs hommes ou leurs femmes de différentes manières. Maintenant, quand on revient à nous, à la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique, je trouve que c'est peut-être plus compliqué pour nous, artistes urbains, artistes rap, de sortir du lot et d'avoir des ressources économiques au point de ne pas faire autre chose à côté. C'est compliqué. Tu vois que ceux qui ont réussi à faire ça à un moment donné, ils ont dû faire la transition vers un marché qui est plus grand. C'est le marché français. Kalash est parti. Il y en a beaucoup qui sont comme ça entre les deux ou qui partent là-bas. Donc pour nous, quelqu'un comme Kero, il y a des figures quand même qui sont restées basées ici et qui arrivent à générer des ressources économiques. Mais je dois dire que c'est pas facile de vivre que de ça, mais on peut quand même générer des ressources et se structurer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es également écrivain, auteur d'un ouvrage qui s'intitule Lettre à Tupac. Tupac qui n'est plus à présenter, hein, qui est l'un des artistes les plus influents de sa génération. Pourquoi t'es venue l'idée de t'adresser à Tupac Fola? Merci pour ta question. Je trouve tes questions vraiment intéressantes, Cindy. Je te remercie. Tu sais, c'est quelqu'un qui m'a fasciné. Quand j'avais 18 ans, moi, j'étais plutôt peureux, lâche et très systémique, quoi. Et Tupac, il n'avait pas peur. Puis il avait des tatouages, il disait ce qu'il pensait, il avait des émotions, il pleurait. Il était... il savait être doux quand il fallait, il savait être méchant aussi. Donc, il m'a vraiment fasciné. J'ai commencé à le suivre, à écouter ses chansons, à chercher à les comprendre, à lire sur lui. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul et que j'avais emmagasiné plein d'informations sur lui, que je connaissais plein de choses sur lui. Et à force de travailler avec des jeunes à risque ou à force de faire de la prévention de la délinquance, je me suis rendu compte dans les établissements et dans la prison qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui aimaient Tupac. Et j'ai voulu en fait passer par Tupac parce qu'il commande l'attention. Dès que je vais à un endroit et que je parle de Tupac, que je mets une photo de Pac, il commande l'attention de tous les gens qui sont là. Donc j'ai voulu l'utiliser pour pouvoir dire autre chose, passer par lui pour parler de tellement de choses qui nous touchent, du travail aux études, en passant par la sexualité, les relations hommes-femmes, enfin parler de plein de choses en passant par lui. Donc c'est pour ça. Et quelle est ta plus belle expérience au niveau musical? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que tu as un souvenir une expérience, quelque chose à nous partager? Alors, j'ai réfléchi, j'en ai deux. J'en ai deux, mais je serai rapide. La première, c'est qu'un jour, avec des amis, on a décidé d'organiser une tournée nous-mêmes. On a décidé de prendre nos téléphones, d'appeler des restaurants, des salles et de leur dire qu'on voulait jouer. Et on a réussi à mettre en place une tournée en Guadeloupe. Et ça, c'était beau parce qu'on a fait ça tout seul. Et à la fin de cette tournée qu'on a organisée tout seul, il y a des gens du Festival de jazz de Pointe-à-Pitre qui nous appellent pour nous dire qu'ils veulent nous programmer au Festival de jazz. Et ça, c'était un merveilleux souvenir pour moi, puisque à partir de nous-mêmes, ce qu'on a fait tout seul comme des grands, on a réussi à avoir une grande plateforme, on va dire, plus respectable au pays. Et ça, c'est merveilleux. Le deuxième souvenir qui me vient, c'est ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit que je les ai inspirés à rapper. Il y a des gens qui ont commencé, qui sont rentrés dans ce truc-là parce qu'ils ont écouté ma musique. Et ça je me dis, mais c'est pas possible, c'est vrai. Et ça me touche toujours, quoi. D'accord. Et si tu pouvais donner un conseil, puisque tout à l'heure, hein, tu l'as dit, tu interviens beaucoup auprès des jeunes. Je sais que tu te déplaces au centre pénitentiaire de Ducos. Si tu devais conseiller, donner un conseil à un jeune qui souhaiterait entreprendre dans le rap, quel serait-il? Je lui dirais déjà de ne pas penser à la musique, que dans le rap et dans les cultures urbaines, il y a tellement de domaines différents dans lesquels on peut entreprendre. On n'est pas obligé d'être un artiste pour entreprendre. On peut accompagner les artistes, on peut être une personne de médias, on peut monter une affaire qui vend du merch, faire des livres, enfin. Je dirais déjà de ne pas se concentrer que sur la musique, mais peu importe ce qu'il décide de faire comme activité, de produire, de faire, d'essayer, et c'est en essayant qu'on rectifie. D'accord.
Fola, franchement, ce serait un réel plaisir pour moi de continuer à discuter avec toi. Je parlerai encore des heures et des heures. Dernière question, où nous serait-il possible en fait de trouver tes livres et tes albums? Moi aussi, Cindy, vraiment, moi aussi. J'aime les discussions bienveillantes et intelligentes. Mais nous pas fini, nous que parler encore. Où est-ce qu'on pourrait trouver? On trouve en général mes albums assez facilement sur les plateformes de téléchargement. Mon tout dernier album s'appelle Le Bonheur, c'est maintenant. Et on le trouve très facilement en tapant ça. Vous tapez Fola, Le Bonheur, c'est maintenant. Vous pourrez le trouver. Pour mes livres, on a une boutique en ligne qui s'appelle Classic Vibe. Classique avec un K, K-L-A-2-S-I-C. 2SIC, Classic Vibe, V-I-B, pardon, classicvibe.com. Donc voilà, vous pouvez trouver on a une rubrique littérature, c'est une boutique en ligne qu'on a montée, les gens peuvent trouver nos bouquins là sans problème, quoi. Merci beaucoup Fola d'avoir accepté notre invitation et puis peut-être à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Intervention passionnante. Merci beaucoup Cindy pour votre invité. J'ai retenu, c'est en essayant qu'on rectifie. Fola sera ma prochaine citation sur Instagram. Je sais que Maëlle, vous êtes fan de Fola, de cet homme inspirant. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur échange? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs sur Fola? Alors Fola, effectivement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec lequel j'ai l'occasion de discuter sur Instagram, notamment parce qu'il est vraiment très accessible. Il m'inspire et également il m'encourage. Et ça, c'est une plus-value inestimable. Mes frères sont dans l'audiovisuel et sont passionnés justement par ce domaine artistique, musical. Et justement, il a mis le point sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la musique. Effectivement, ils ont commencé en chantant également. C'était pas fabuleux, hein. Voilà. Avis personnel. Mais du coup, ils se sont réorientés vers l'audiovisuel de manière à quand même vivre cette passion tout en faisant autre chose. Et aujourd'hui, mon petit frère Médéric est en train de finir sa formation en tant que webmaster et il est déjà très connu dans l'audiovisuel et ça lui permet de rester dans sa passion tout en exerçant un métier qui va lui générer des revenus. Très bien. Non mais passionnant. Bon, on va enchaîner avec vous Maëlle sur votre chronique. Aujourd'hui, vous parlez du sport au naturel avec une invitée encore une fois inspirante, docteur en pharmacie. Je vous laisse la présenter. Oui, il s'agit d'Agnès Crochemar-Gallou qui effectivement a produit une marque pour les sportifs. Mais pas une marque de produits. Il s'agit de produits qui va permettre à retrouver une forme physique et également à mettre en place des mécanismes qui vont prévenir les blessures. Donc j'ai beaucoup aimé son profil. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Ereza. Mais au-delà de quoi, entreprendre dans le sport. Comment entreprendre dans le sport autrement? Encore une fois, hein, on peut être passionné du sport sans forcément être sportif de haut niveau. On peut entreprendre dans le domaine qui nous passionne et avoir justement tout un business en ligne et en physique qui permet de porter une réelle plus-value au territoire. Très bien. Vous avez prévu un petit reportage, je crois. Exactement ça. Voilà. Oui. Donc, découvrons ça ensemble. C'est parti. Je me suis intéressée particulièrement au domaine du sport et du mouvement parce que j'ai été une ancienne sportive de haut niveau. J'ai pratiqué le volley-ball jusqu'au niveau élite et j'ai eu pas mal de tensions musculaires, articulaires qui m'ont poussée à creuser pour pouvoir me soigner naturellement et puis pouvoir rester performante sur le terrain. Donc j'ai cherché pas mal de choses et je ne trouvais pas malheureusement de produits efficaces, transparents. Et j'ai donc décidé d'utiliser notre médecine traditionnelle qui est très efficace pour le coup et de pouvoir la rendre accessible dans des produits transparents et qui soient facilement accessibles, par exemple en pharmacie. Donc allier la médecine traditionnelle et l'expertise de la pharmacie pour rendre un produit accessible et efficace à base de plantes des Antilles. Alors déjà natillé, ça veut dire nature, Antilles et papillé. C'était le surnom que je donnais à mon grand-père. Il avait un grand jardin et il avait à cœur de vraiment nous faire découvrir tous les fruits et légumes, les plantes traditionnelles, les remèdes rasiers, etc.
Et du coup, ça m'a fait tout de suite sens quand j'ai cherché à me soigner naturellement et que je n'ai pas trouvé, de vraiment m'orienter vers cette médecine traditionnelle et de la valoriser. Les plantes qu'on utilise, les actifs qu'on utilise dans les produits natillés, ce sont essentiellement le bois d'Inde de Guadeloupe qui est cultivé à terre de bas, dont les propriétés, la variété girofle pour ses propriétés antidouleurs, anticourbatures très connues, notamment notre bérum traditionnel qu'on trouve sur le marché, on s'en est inspiré. Et l'autre actif qu'on travaille activement, c'est le piment. On travaille sur le piment parce que le piment a beaucoup de propriétés très intéressantes pour les douleurs, pour ses propriétés chauffantes. Il y a aussi pas mal d'articles sur d'autres thématiques santé, notamment le diabète qui est une thématique aussi qui touche beaucoup la santé des Guadeloupéens. Donc le piment est un actif phare et qu'on continue à travailler. Sur la gamme sport, notre cible, c'est toutes les personnes qui ont besoin de se mouvoir sans douleur. Donc ça touche à la fois le sportif, donc la personne qui fait soit un sport intensif, un sportif de haut niveau avec toute notre vivier de champions en Guadeloupe. Donc c'est des produits qui sont très utilisés. On a plus de 60 sportifs ambassadeurs et de haut niveau qui ont adopté les produits et qui les utilisent régulièrement. Mais aussi, on va aller toucher une personne qui fait du sport ponctuellement ou alors une personne qui va juste marcher le dimanche pour garder la forme ou alors une personne qui a des tensions, qui a des douleurs, qui a mal au dos, qui a une tendinite qui ne passe pas, qui a des crampes à répétition, qui a trop marché, qui a besoin de soulager ses tensions naturellement. Alors la pénétration sur le marché n'a pas été facile, comme tout projet entrepreneurial, il y a toujours des problématiques mais qui sont des jalons et qui nous permettent d'avancer et de repenser un petit peu le business. Le but au début, c'était déjà de cibler les sportifs parce que c'était une problématique, mais sachant que c'est une niche, puisque la population sportive, elle n'est pas non plus la population générale, et que les sportifs, parmi les sportifs, tous n'utilisent pas forcément de solutions de type crème. Donc il a fallu déjà aussi beaucoup travailler sur le concept, travailler sur vraiment donner des conseils et une méthode, une hygiène en fait de vie, de santé naturelle et déjà éduquer sur ce côté-là. Donc on fait aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Bien dans ton sport où je partage également des conseils en tant que professionnel de santé au service des sportifs et des moins sportifs ou des personnes qui sont intéressées par les thématiques. Et c'était important aussi parce que une douleur, etc., ça ne va pas se résoudre uniquement par un facteur. Il y a plein de facteurs qui englobent cela et le but, c'est déjà d'aller chercher à comprendre. Comprendre le problème, c'est déjà 50% de la résolution de ce problème-là et ensuite, il va falloir essayer d'apporter des solutions vraiment naturelles, vraiment efficaces et avoir vraiment une hygiène de vie qui permettent d'aller et de rester dans ce côté santé. Les marchés prioritaires, effectivement, on se concentre beaucoup sur les DOM, donc la Guadeloupe en priorité bien sûr, mais aussi on a quelques points de vente en Martinique qui se développent et en Guyane également. On veut aussi aller toucher la Réunion parce qu'on a des problématiques communes et les produits sont aussi appréciés. Il y a aussi pas mal de sportifs avec les Diagonales des Fous, etc. Mais on va aussi toucher le marché de la France hexagonale parce qu'il y a aussi également beaucoup de sportifs issus de nos territoires qui se retrouvent en France hexagonale et qui ont leurs entraînements, mais aussi aller vraiment s'implanter dans ce marché-là. Ça, c'est important pour nous d'être présents déjà fort dans les DOM, mais aussi en hexagone. Alors, les perspectives, elles sont déjà de monter l'unité de production, qui va être une unité de production qui sera basée au moule. Et ça, c'est prévu pour dans quelques mois, donc on vous en dira plus très très vite. Et moi, c'est un grand saut pour moi déjà personnellement parce que c'est un retour au pays qui me tient à cœur parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc je rentre avec ce projet-là et j'ai vraiment l'ambition de pouvoir apporter un maximum de solutions dans le secteur notamment de la santé parce que c'est mon domaine, je suis issue de la pharmacie et j'ai envie vraiment de développer une gamme beaucoup plus large que celle qui touche le sport. Les conseils, c'est déjà se lancer, c'est le premier conseil. Quand on veut entreprendre, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment
Il y a beaucoup de choses qui se font, de plus en plus, il y a des réseaux d'entrepreneurs et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir échanger avec des personnes qui ont déjà connu nos problématiques. Donc moi, je conseille aussi de s'entourer en deuxième étape. Et en troisième étape, c'est d'en parler parce que même si on a un bon produit, un bon service, si on n'a pas le moyen d'en parler et d'échanger, de communiquer dessus, ben, ce ne sera pas forcément un produit à succès. Donc il faut vraiment essayer de communiquer un maximum sur son offre via différents réseaux, différents canaux pour que le produit ait le maximum d'écho possible. Quel profil! Merci beaucoup Maëlle pour une nouvelle fois cette mise en lumière. Qu'avez-vous retenu, Amanda, de ce parcours? Parce que c'est intéressant de créer un produit qu'elle ne trouvait pas sur le marché. Comment vous trouvez cette initiative? Alors déjà, parcours intéressant, partir se former et apporter son expertise sur notre territoire, je trouve ça tout simplement génial. Je sais que ça vous parle. Vraiment, ça me parle énormément et c'est un très beau retour au pays, je trouve. Oui. Et moi qui pratique le sport maintenant assez régulièrement, je trouve ça plutôt génial puisque je ne suis pas fan des médicaments. Je préfère me soigner naturellement. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et vous, Cindy, qu'avez-vous pensé de ces produits naturels avec les plantes d'ici? Moi, ce que j'ai retenu, c'est sportif et non sportif. Et non sportif. On a compris l'idée. Non, je trouve que l'idée est géniale et justement ça donne envie à tout un chacun en fait de faire du sport à son rythme et avec des produits naturels. On aura compris, je ne fais pas beaucoup de sport mais je veux m'y atteler bientôt. Oui, la même chose. On se comprend. On va passer maintenant à notre chère Amanda pour sa chronique qui nous parle aujourd'hui d'une invitée, alors Manixiar Titeka. Dites-nous un petit peu de qui il s'agit, qu'est-ce qu'elle nous propose? Alors Manixiar Titeka a fondé la première maison d'édition d'audiobook dédiée à la littérature caribéenne. Donc du coup, on a fait un petit reportage avec elle et elle va nous en dire plus sur cette maison audiobook. Très bien, c'est parti pour le reportage. Une voix, une histoire, c'est la première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe. C'est également une application où on peut retrouver la littérature caribéenne et très prochainement la littérature africaine en voix. Il faut savoir que je suis psychologue de formation et donc en 2016, je décide de lancer une étude sur le terrain, à savoir la Guadeloupe, Martinique et Guyane, pour connaître nos habitudes de lecture et savoir si nous connaissions nos propres auteurs. Et à l'issue de cette étude, émerge donc ce projet, qui est aujourd'hui une entreprise, donc, de création de livres audio, qui met en lumière notre littérature et surtout, plus particulièrement donc, nos auteurs, afin que le public soit informé de ce que nous produisons au niveau local sur nos différents territoires et redonner le goût de la lecture à une population qui effectivement, on connaît les chiffres, la situation d'illettrisme est assez importante et c'est vrai que ça semblait être le support qui permettrait à tout un chacun de pouvoir renouer avec la littérature. Dès le départ, que ce soit les maisons d'édition ou les auteurs, ils ont tous adhéré à ce format, sachant que certains même vont même à demander que ça ne sorte qu'uniquement en audiobook et pas en livre papier. Donc oui, j'ai recueilli en tout cas l'adhésion de l'ensemble des professionnels du livre, donc les maisons d'édition, mais également des auteurs. Il y a très très peu de réticents, et que ce soit au niveau local ou au niveau de l'Hexagone aussi, où nous travaillons avec des maisons d'édition au niveau de l'Hexagone. Et comme je parlais de littérature africaine, nous avons même réussi à séduire la Côte d'Ivoire, le Bénin, pour la mise en voix de leur littérature. Alors, pour le choix des narrateurs, c'est vrai que je leur demande toujours de m'envoyer un audio le matin avant 10h et un après 17h pour que je puisse un petit peu avoir le timbre de la voix sur ces deux créneaux horaires. Et après, c'est par rapport aux ouvrages que j'aurai, qu'on m'aura confiés, que j'essaye de voir quel livre va avec quelle voix, d'où une voix, une histoire.
Ensuite, les narrateurs ont la possibilité effectivement de lire en amont le roman ou le recueil de nouvelles pour ensuite passer à l'enregistrement. Je leur demande généralement de ne pas tout lire, de laisser une part de suspense pour que ce soit arrivé à l'enregistrement, qu'on puisse avoir la suite, mais quand même, il faut qu'ils aient lu une certaine partie du livre avant de pouvoir poser. Le public que l'on arrive à toucher avec tout le public et essentiellement donc, les publics de personnes malvoyantes, puisque nous avons eu à travailler avec une association afin de leur fournir des livres audio. Donc c'est vrai, c'est le public des personnes qui n'ont pas le temps, qui disent souvent bah oui, avec le travail, j'ai pas toujours le temps de lire. Alors ce sont des personnes qui vont écouter les livres audio dans leur voiture, dans les embouteillages, avant d'aller au travail, ou sinon quotidiennement dans la maison pendant qu'ils font le ménage ou toute autre chose, ou dans le jardin. Donc c'est essentiellement des personnes qui disent qu'ils n'ont plus le temps de se poser pour lire. Après, c'est vrai que je le dis souvent, nous ne sommes pas concurrents du livre papier, mais c'est un nouveau mode de lecture pour de nouveaux utilisateurs, parfois plus jeunes ou parfois plus âgés, puisque c'est aussi permettre à des personnes qui avaient avant la possibilité de lire et qui sont diminuées, peut-être parce que les yeux fatiguent plus vite, là ils se retournent volontiers vers le livre audio. La suite pour Une voix, une histoire, c'est déjà le travail avec les médiathèques. Donc très prochainement, des médiathèques de la Guadeloupe pourront avoir accès à notre littérature puisqu'on va mettre à disposition des livres audio. C'est également sur la Martinique où sur les 28 médiathèques de la Martinique, nous serons également présents. Donc la Martinique a demandé à ce qu'on puisse leur fournir sur l'ensemble de leur réseau de médiathèques. Et la suite, encore plus grandiose, c'est notre départ prochain pour la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes invités au Salon international du livre d'Abidjan. Nous partirons donc du 17 mai au 21 mai. Et c'est vrai qu'en tant que partenaire des éditeurs de là-bas, c'est avec un grand plaisir que nous avons accepté leur invitation. Nous y allons, comme je l'ai souvent dit, nous y allons en toute humilité, mais nous y allons aussi pour montrer ce qu'on est capable de faire sur notre petit caillou Guadeloupe vers un continent qu'est l'Afrique. Pour nous joindre, donc nous sommes très très présents sur les réseaux, Instagram, Facebook, Une voix, une histoire. Nous avons également notre site internet, unevoixunehistoire.com, et notre application, puisque nous avions à cœur d'être nos propres distributeurs de livres audio. Donc sur l'Apple Store ou le Play Store, on peut retrouver notre application. Mon numéro de téléphone, donc c'est le 0690 24 50 55, et l'adresse mail c'est manic.st@unevoixunehistoire.com. Eh bien, dites-moi, Amanda, encore une fois, merci et bravo pour ce sujet. Je suis impressionnée par tout ce que cette femme met en œuvre. Sincèrement, waouh. Moi, je suis amoureuse des livres. Moi, j'aime les livres papier. C'est sentimental. Mais je trouve que c'est un excellent complément pour quelqu'un qui aime les podcasts. Comme elle disait, quand on n'a pas le temps forcément, dans la voiture et tout, d'écouter. Qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans son discours, Maëlle ? C'est une opportunité supplémentaire pour les enfants notamment de se sensibiliser à l'univers du livre et je pense également effectivement que c'est une aubaine pour les personnes malvoyantes puisqu'on n'y pense pas suffisamment, mais ils ont autant droit à la culture que nous et vraiment avec cette initiative ça permet d'ouvrir des horizons très larges à ce public et c'est très bien. Oui, les malvoyants, je pense aux dyslexiques. Et puis aussi, on est dans une culture de l'oral, de l'oralité. C'est une excellente idée. Qu'avez-vous pensé, Cindy, de Moi, je trouve que c'est un bon proposition compromis pour les personnes qui n'aiment pas forcément lire, mais qui savent que c'est important. Ou quand on n'a pas le temps de lire, quand on est dans les embouteillages, qu'on passe l'audio. Personnellement, moi, je l'ai fait à un moment donné où où j'avais repris les études et dans ma voiture, en fait, je passais comme ça des audios, des cours et je trouve que c'est une belle initiative. Oui. Merci pour cette belle mise en lumière. Merci, Amanda. Avec plaisir. Alors, c'est mon tour. Oui, c'est ma chronique voyage. On va faire comme la dernière fois. Alors, Joël, est-ce que vous pouvez nous présenter votre chronique ? Quelle est votre thématique du jour ? Aujourd'hui, je vous propose un focus sur un hôtel, mesdames.
Un hôtel très intéressant pour les Antillais, les Caribéens qui partent à Paris pour le travail, donc pour nos déplacements professionnels. Mais juste avant, j'aimerais que chacune de vous, vous me disiez un petit peu quelles sont vos attentes quand vous voyagez. Qu'attendez-vous d'un hôtel? Quel service vous aimez trouver sur place pour agrémenter un séjour professionnel? On commence par Amanda? Oui, alors avant tout, Internet, tout simplement, ça passe très bien. Et peut-être un petit espace où on peut faire des visios, Oui. travailler dans le calme. Voilà, Ok. essentiellement ça. Cindy, qu'attendez-vous? Généralement, quand je pars pour des raisons professionnelles, j'aime aussi le lâcher prise. C'est-à-dire que je suis perfectionniste, psychorigide professionnellement parlant, et il me faut du lâcher prise. Donc, Internet, c'est vrai, mais un espace de massage. Je suis une fan incontestée des massages. D'accord. Et ça me détend, mais au plus haut point en fait. Donc voilà, ce D'accord. serait un petit espace comme ça, cosy, massage, spa. Très bien. Et vous, Maëlle? Alors, je suis une fine épicurienne, n'est-ce pas? Mhm. Et donc, je pense qu'un espace restauration de qualité qui permette justement d'avoir une alimentation saine et équilibrée, Oui. c'est vraiment très important puisqu'effectivement, quand on est dans le rush et qu'on travaille comme ça, il est aussi important de régénérer convenablement les cellules du corps. Tout à fait. Et je pense que ça peut permettre justement d'éviter de sortir forcément pour se restaurer. Bien. Alors, il y a quelques idées que Maison Mère, l'hôtel que je vous présente aujourd'hui, a retenu. C'est très intéressant. Ils ont carrément pensé un programme pour les voyageurs qui travaillent. Il s'appelle MM Family at Work. Donc, c'est un contrat sans engagement, ni limitation de nuitées. On ne s'engage pas pour tant de nuitées par an. On souscrit un contrat et on a durant chaque passage le même prix, tarif unique toute l'année. C'est intéressant parce que souvent dans les zones rouges où les tarifs explosent, on se dit ouais mais bon on va pas se faire plaisir dans un 4 étoiles parce que une semaine ça va coûter trop cher donc on zappe contre un petit hôtel bas de gamme. Là non, on a un même prix toute l'année donc c'est très intéressant. Et ils nous proposent toute une variété de services. On a par exemple on a un pressing offert, on a les early check-in par exemple. Quand on prend l'avion, on atterrit souvent tôt à Paris. Les hôtels, c'est souvent midi, voire 15 heures pour pouvoir déposer les bagages. C'est contraignant. C'est bien de pouvoir prendre possession de sa chambre rapidement, pas juste la bagagerie. On a envie de se rafraîchir, prendre une bonne douche avant d'enchaîner sur un rendez-vous professionnel. Ils y ont pensé. Pareil pour le last check-in, puisque les vols sont parfois un peu tardifs. Devoir partir avec ses valises tôt alors qu'on a un rendez-vous professionnel, c'est pas toujours très pratique. Donc, ils y ont pensé. Ils ont pensé aussi au petit déjeuner inclus, parce que c'est souvent en surplus. Donc, ça alourdit nos notes, alors que démarrer une journée avec un bon petit déjeuner, c'est intéressant. Quand j'ai testé cet hôtel à Paris lors de mon passage, j'étais en mode solo, donc moi j'ai apprécié les petits déjeuners dans la chambre. Petit 1, c'est plus confortable, on peut démarrer la journée dans de bonnes conditions. Et pour Instagram, on se ment pas, ça fait de belles photos. Ils ont pensé aussi à un petit cocktail signature pour nous au bar. Parce qu'on aime bien inviter parfois des collaborateurs à prendre un verre. Et là, c'est sur place. On n'a pas à se casser la tête où aller. Ils ont pensé au restaurant. Ils ont un restaurant très intéressant qui s'appelle Hey Honey, inspiration latine. On y mange très très bien. Donc on peut convier un collaborateur, un client pour un dîner sans parcourir Paris. On est tout près de sa chambre, de tout ce qu'il nous faut pour travailler. Et voilà, on se fait un dîner intéressant dans de bonnes conditions. Espace pour travailler, ils ont pensé à un espace de coworking super stylé où on peut travailler dans d'excellentes conditions, au calme, où on peut convier ses clients pour des réunions, faire ses visios dans un cadre vraiment chic. Donc, sincèrement, cet hôtel coche pas mal de cases. On va leur suggérer voilà, le petit côté bien-être. Ça devrait les intéresser pour les clients friands comme toi de moments pour lâcher prise. Tout à fait. Et un dernier point très intéressant, la localisation. Oui, effectivement. Il faut être près d'un métro, parce que les hôtels parfois qui sont à Perpète, c'est compliqué. Pour peu qu'on ait des choses à porter, c'est pas pratique du tout. Là, on a 2 minutes du métro Cadet, la ligne 7. Donc,
J'espère que je vous aurai convaincu. Pour cet hôtel, un beau 4 étoiles à Paris pour vos futurs déplacements professionnels. Très bien. Moi, je valide. Parfait. Ben voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci mesdames. C'est nous. On a passé un excellent moment toutes Si je peux me ensemble. permettre, Joël, sincèrement, je tenais quand même à remercier beaucoup toutes ces personnes en fait qui nous suivent. Parce que c'est pas. Voilà, nous sommes toutes des expertes dans nos domaines, nous ne sommes pas chroniqueuses. Et c'est pour nous une nouvelle aventure. Donc merci à toutes ces personnes qui nous encouragent, qui nous envoient des messages, qui nous arrêtent dans la rue et qui nous bombardent d'étoiles et d'amour. C'est important. Et merci à toutes ces personnes. C'est précieux. Et un petit coucou à Axel qu'on embrasse fort. On embrasse très très fort Axel. Merci encore à tous. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Et rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.